Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Astrosciences. Vous le savez certainement, une vie humaine n'est pas quelque chose de linéaire. Nous vivons tous, au cours de notre vie, différentes périodes qui sont plus importantes que les autres. Je pense par exemple à l'âge de raison autour de 7 ans, où l'enfant commence à se séparer de ses parents, à s'approprier sa propre pensée, à penser par lui-même. Bon, ça, c'est un âge de Saturne, il y en a d'autres à l'échelle de la vie. On peut parler également, bien sûr, de l'adolescence, qui, à mon avis, est la période la plus importante, sans doute la plus critique aussi, au cours d'une vie humaine, puisqu'elle fait la transition entre l'état d'enfant et l'état d'enfance et l'état d'adulte. Et donc, c'est une période critique parce que, à ce moment-là, eh bien, on a beaucoup d'énergie, mais on a également des prises de risques importantes, parce qu'on explore quelque chose de nouveau, on s'aventure au-delà de ce que l'on connaissait jusqu'à présent, c'est-à-dire bien le cadre de notre foyer, de notre famille, de notre éducation. Alors, ce que l'on peut voir à l'échelle d'une vie humaine, bien entendu, on peut le voir également à l'échelle des civilisations, et notamment à l'échelle de notre civilisation, c'est-à-dire de notre humanité. Alors, l'âge de raison dont je parlais tout à l'heure, eh bien, on peut le rapprocher par exemple à la période des Lumières. La période des Lumières, dans les années 1780, voilà, à ce moment-là, eh bien, l'humanité redécouvre découvre en fait et s'approprie un raisonnement scientifique et commence à développer ce raisonnement scientifique. Vous voyez, il y a un pendant entre l'âge de raison et puis la période des Lumières à l'échelle de l'humanité. Bon, bien, si on prolonge ça, puisque je parlais d'adolescence, eh bien je pense que, astrologiquement parlant, en tout cas, notre civilisation, notre humanité est actuellement en train de vivre une période d'adolescence. Et comme je l'ai dit, c'est la période la plus critique, en fait, à l'échelle de tout le développement, en fait, de notre civilisation, et de notre humanité. Alors, quand on vit l'adolescence dans notre vie aujourd'hui, eh bien, on est quand même entouré, déjà entouré, alors plus ou moins, bien sûr, mais entouré de notre famille, en tout cas entouré d'une société autour de nous, vous voyez, avec des adultes qui ont déjà franchi ce cap, et puis bien qui nous montrent un peu la voie, qui peuvent nous aider, qui peuvent nous donner des impulsions, etc., pour passer ce cap. Mais à l'échelle d'une civilisation, à l'échelle de l'humanité, il y a personne devant nous. C'est-à-dire qu'on n'a pas, ou en tout cas on ne les connaît pas, ou on ne les connaît plus, ces modèles qui pourraient nous dire, eh ben voilà, moi je suis déjà adulte, voilà comment j'ai fait, voilà ce qu'il faut faire, donc allez, je te donne un coup de pouce, je t'aide à passer ce cap de l'adolescence. Non, à l'échelle de l'humanité, nous sommes seuls face à notre destin, c'est-à-dire que nous sommes face à notre adolescence et sans avoir une vision derrière de ce que cela pourrait donner une fois devenu adulte. Voyez ? Et donc, eh bien, c'est beaucoup plus tragique, si vous voulez, tragique, ce mot, vraiment littéralement, c'est beaucoup plus tragique de vivre ça à l'échelle d'une civilisation qu'à l'échelle finalement individuelle. Tragique dans le sens où cela nous met potentiellement au contact bien de la vie et de la mort, des notions de vie et de mort. C'est-à-dire que là, il y a quelque chose où en fait on peut mourir à l'adolescence. Et d'ailleurs, si on remonte à l'Antiquité, il y avait des rituels de passage de l'enfance à l'adulte, où en fait certains rituels étaient potentiellement mortels, parce que bien on n'arrivait pas à passer ce cap, on n'arrivait pas à passer ce filtre. Mais justement, ce mot filtre, on le retrouve dans une théorie, peut-être vous avez déjà entendu parler de ce concept, en tout cas, c'est le concept du grand filtre. Alors c'est un concept qui a été développé par un astrophysicien qui s'appelle Robin Hanson en 1998. Il a écrit un essai à ce sujet. Il est parti du constat que, en fait, quand on regardait les étoiles, c'est-à-dire ce qu'on fait jamais aujourd'hui, mais quand on regarde les étoiles et qu'on se dit où est la vie, et on s'aperçoit qu'en fait, jusqu'à présent, on n'a pas rencontré de vie extraterrestre. Enfin, on en a peut-être croisé certaines, mais on ne les a pas reconnues comme telles, en tout cas. Donc, on se dit aujourd'hui, il y a un grand vide dans l'univers, parce qu'on devrait être entouré justement d'autres civilisations, donc extraterrestres, qui ont dépassé ce cap de l'adolescence, donc qui ont dépassé ce grand filtre, et qui pourraient représenter des modèles pour nous, voire nous aider à nous-mêmes dépasser ce grand filtre. Mais
En fait, lorsque l'on émet des messages, lorsqu'on essaie d'écouter, eh bien, ce qu'on entend, c'est un grand vide. On ne voit personne, on n'entend personne, on est seul, on se sent seul à l'échelle de l'humanité, puisqu'il n'y a pas d'autre écho à notre humanité. Et donc, ce constat, c'est à partir de ce constat que cet astrophysicien, donc Robin Hanson, a développé ce concept du grand filtre en disant, bon, eh bien, ça signifie qu'à un moment donné, il y a un grand filtre, et que, eh bien, comme un barrage, hein, comme une barrière, et eh bien, la plupart des civilisations n'arrivent pas à dépasser ce grand filtre et sont amenées à se détruire à ce moment-là ou à disparaître. Et puis, à nouveau, la vie repart à partir des molécules, etc. Elle remonte son niveau de civilisation, de technologie, jusqu'à atteindre la période du grand filtre, où là, à ce moment-là, c'est à nouveau une période critique, une période d'adolescence. Et si elle n'arrive pas à la franchir, à nouveau, elle retombe au départ et la vie recommence, etc. Un peu comme Sisyphe, hein, vous savez, qui remontait sa pierre jusqu'au sommet de la montagne, jusqu'au moment où il arrive à passer le sommet, on peut imaginer ça, et là, il y a quelque chose d'autre derrière. Vous voyez? Donc ça, c'est le concept du grand filtre. C'est-à-dire que, pour le traduire plus concrètement, lorsqu'une civilisation atteint un degré suffisant de technologie, eh bien, elle arrive dans sa crise d'adolescence. C'est ce qui est en train de se produire chez nous. Parce que ce niveau de technologie est capable à la fois de la détruire, et capable aussi potentiellement, enfin, il pourrait être capable de permettre à cette civilisation de quitter son berceau et bien de se disperser en fait dans le reste de l'univers. Donc vous voyez, ça c'est le moment critique. Et nous y sommes en termes de technologie, nous sommes rentrés dans cette période critique de l'adolescence. Alors, est-ce que dans son livre, donc Robin Hanson pose la question, est-ce que ce grand filtre est derrière nous? C'est-à-dire, est-ce que ça y est, nous avons dépassé ce grand filtre, nous sommes au début de l'âge adulte, ou est-ce que ce grand filtre est encore devant nous? Vous voyez? Mais, astrologiquement parlant, moi je pense que nous sommes vraiment au moment du grand filtre. C'est-à-dire que là, ce siècle-là, c'est le moment du grand filtre. C'est un âge clé. Et donc un âge critique et potentiellement un âge tragique. Et vous allez me dire, mais pourquoi moi? Pourquoi est-ce que j'aurais pu naître ailleurs, à un autre moment de l'humanité? Pourquoi est-ce que je nais pile à ce moment de l'adolescence de l'humanité? Ah, ouais, mais on se dit ça, mais oui, mais moi aussi je me pose la question. Mais la réponse, elle est que, moi, tel que je perçois je perçois comment dire, la Terre, enfin même l'humanité comme un organisme vivant qui génère des vies humaines en fonction de son besoin, de ses besoins globaux, si vous voulez. Donc si la vie vous a fait naître à ce moment-là, certes on peut souhaiter un autre moment parce que c'est vraiment un moment critique qui arrive, mais si vous êtes né à ce moment-là, c'est que vous avez un rôle à jouer durant ce siècle, durant cette période de l'adolescence. C'est-à-dire quelque chose à apporter, une pierre à apporter. Sinon, la vie serait pas donné tout ce mal pour vous faire naître à ce moment-là. Vous voyez? Donc, ça implique une responsabilité. Je suis né à ce moment-là. C'est peut-être le moment le plus critique de tout le développement de l'humanité. Bon, j'ai quelque chose à faire. J'ai quelque chose à dire. Alors, qu'est-ce que j'ai en moi que les autres n'ont pas? Qu'est-ce que je peux apporter? Quelle pierre est-ce que je peux apporter à cet édifice? Vous voyez? Bon, alors on a été très loin, mais on va revenir maintenant sur des choses beaucoup plus concrètes au niveau astrologique pour regarder comment cette période, où se situe cette période d'adolescence, notamment dans la suite planétaire. Et donc nous allons voir qu'en fait, elle se situe autour de la planète Uranus, Uranus qui est très importante dans notre ciel actuellement. Et donc nous allons voir le rôle d'Uranus, mais aussi la position d'Uranus dans le signe du Taureau, puisque Uranus est en Taureau actuellement, et elle s'apprête à changer de signe. Donc à partir de 2025, elle va rentrer dans le signe des Gémeaux. Donc là aussi, c'est un grand moment, une transformation de société qui arrive. Donc c'est ce que nous allons voir tout de suite après ça dans cette vidéo. À tout de suite, merci. Mars ne va pas trouver de relais au niveau énergétique dans le signe du Cancer. Le signe du Cancer représente l'enfance, hein, nous l'avons vu, c'est le petit enfant, disons avant 12 ans.
Merci beaucoup d'être de retour sur cette vidéo. J'ai 3 choses à vous dire avant de rentrer dans le vif du sujet. D'abord, ça y est, le 4e jeu de cartes sur l'astrologie est arrivé. Il s'agit du Ciel des transits, un jeu de cartes donc qui comporte 90 cartes et un livret explicatif. Chacune des cartes traite d'un des principaux transits majeurs de l'astrologie. Et donc, c'est un jeu de cartes que vous allez pouvoir utiliser aussi bien pour développer votre pratique de l'astrologie, mais aussi en mode oracle pour faire, par exemple, des tirages de cartes, notamment sur des consultations prévisionnelles. Il peut tout à fait servir à ça. Je vais vous montrer quelques exemples de cartes. Là, vous avez à chaque fois, ce sont donc le ciel des transits. Vous allez le retrouver sur la boutique de mon site astrologique, qui est juste au-dessus, monsigneastrologique.fr. Vous voyez donc des ciels changeants et puis des indications sur la carte, des indications de l'intensité du transit, des mots-clés, la façon dont il est vécu, et voilà, des ciels changeants. Enfin, moi, je les trouve très belle. Voilà, donc ça, vous pouvez le commander sur la boutique astrologique de mon site internet. Je vais vous parler aussi des stages en présentiel. Nous avons besoin de retrouver du présentiel après cet épisode Covid vaccin, retrouver des personnes, pouvoir parler, échanger. C'est ce que j'ai mis en place donc au cours de ce printemps 2023. Avec des stages qui se déroulent en week-end en Bourgogne. Vous allez trouver ça également sur mon site internet. Il reste des places, donc des petits groupes, travail intensif. Donc voilà, il reste des places. N'hésitez pas à vous préinscrire au stage en présentiel. Enfin, vous savez que vous avez la possibilité de rejoindre ma chaîne depuis quelque temps, de devenir membre d'Astroscience et ainsi de pouvoir accéder à des vidéos supplémentaires d'interprétation de thèmes à raison de 2 fois par mois. Et donc ça, n'hésitez pas, c'est le bouton rejoindre en fait qui s'affiche juste en dessous sur ma chaîne Astroscience. Voilà, je referme la parenthèse. Vous avez le temps de prendre un papier, un crayon, et donc nous allons regarder nous allons approfondir en fait ce que nous avons vu précédemment. Et donc, je dois d'abord vous présenter, en fait, quelque chose que certains d'entre vous connaissent déjà peut-être, mais c'est la suite planétaire. Vous voyez à droite, donc vous avez la suite planétaire avec toutes les planètes que l'on utilise en astrologie, et notamment vous avez ce premier groupe de planètes ici, qui sont les planètes personnelles. Bon. Vous voyez que les planètes personnelles, ce sont des planètes qui nous appartiennent à nous, à notre personnalité. C'est vraiment nous. Donc, on a le Soleil et la Lune, vous savez, masculin, féminin. Et c'est à partir du masculin et du féminin, de ces deux concepts, de ces deux énergies de base, le masculin, le féminin, qui se marient et qui donnent ensuite naissance aux autres planètes personnelles, Mercure, la pensée, l'esprit, la communication, le langage, Vénus, l'amour, les arts, le sens esthétique, la séduction, et puis Mars, le désir, la combativité, Mars qui vient défendre en fait les frontières de notre territoire personnel. Alors ça c'est nous vraiment, Bon, mais derrière cela, vous voyez qu'il y a un deuxième groupe de planètes, Jupiter et Saturne. Vous voyez ici, ce sont ces deux planètes qui sont un peu plus importantes là. Alors elles, ce sont des planètes collectives. C'est-à-dire que nous ne sommes pas seuls, nous faisons partie d'une société, nous sommes immergés dans la société. Et donc, ces deux planètes représentent nos échanges avec la société. Donc, Jupiter permet la croissance, c'est l'ambition, l'intégration et la croissance, l'apprentissage qui s'ensuit, l'apprentissage social. Et puis Saturne, c'est la planète qui vient terminer en fait toute cette chaîne planétaire, depuis les planètes personnelles donc jusqu'à Saturne. Saturne représente au contraire, à la suite de la croissance jupitérienne, eh bien les limitations, les freins, la nécessité de ralentir pour mûrir, pour grandir. C'est ce que l'on trouve, ces deux principes, Jupiter et Saturne, c'est ce que l'on trouve dans la nature lorsque l'on observe des végétaux qui se développent, mais même aussi des enfants. Ils poussent pas de manière linéaire, ils poussent, ils grandissent au travers de phases de croissance, des poussées de croissance, Jupiter, voilà, on se développe, on grandit, et puis des phases où au contraire on ralentit, on freine, on a jusqu'à presque s'arrêter, où on a l'impression que tout est bloqué, et ce sont des phases de consolidation. On consolide, on mûrit à l'intérieur. Donc on se développe et après on mûrit. Bon. Puis Saturne, c'est la dernière planète visible à l'œil nu. C'est-à-dire qu'en fait, de toutes ces planètes, il faut s'imaginer que les premiers hommes
du Paléolithique voyaient déjà dans le ciel, parce que eux, ils regardaient le ciel, ils n'étaient pas pollués par tous ces publicités, ces antennes lumineuses, ces réverbères, etc. Donc ils pouvaient observer le ciel. Ils le devaient d'ailleurs pour programmer les périodes de chasse ou après d'agriculture, hein, pour l'agriculture. Et en fait, ils ont remarqué dans le ciel que il y avait des points, la plupart ne bougeaient pas, mais il y avait 7 points qui étaient mobiles, qui bougeaient en fonction des jours et des saisons dans le ciel. Et c'est d'ailleurs de là d'où vient le terme planète, hein, qui veut dire astre mobile. Et donc, la dernière planète visible à l'œil nu, c'est Saturne. Saturne, on peut l'apercevoir à l'œil nu. Au-delà, on ne peut pas voir ces 3 dernières planètes, hein, que nous allons voir après. Donc, Saturne, c'est la limite de ce qui est visible. Et c'est également la limite de, je dirais, notre espace-temps. Vous voyez, notre espace-temps, c'est tout ça. Voilà. Nous sommes des humains habitant sur Terre, soumis à des lois saturniennes, des lois divines, des lois physiques, des lois naturelles, comme la gravité, comme tout ce qui naît finit par mourir, tout ce qui grandit finit par dépérir. Et toutes ces lois physiques, eh bien, encadrent notre espace-temps. Vous voyez, nous sommes des humains dans cette sphère, à l'intérieur de cette sphère. Bon. Au-delà, c'est très différent. Hein. Au-delà, vous voyez, on trouve 3 autres planètes. Donc là, je vais mettre un trait. Uranus, donc dont nous allons beaucoup parler, Neptune et Pluton. Hein. Donc, au-delà des limites saturniennes, au-delà des limites de notre espace-temps, la première planète que l'on trouve, c'est Uranus. Et d'ailleurs, le rôle symbolique d'Uranus, c'est de remettre en question, d'attaquer, de renverser les limites énoncées par Saturne. Vous voyez pourquoi Uranus est une planète foncièrement révolutionnaire par essence. Elle apporte la révolution. C'est pour ça d'ailleurs qu'elle a été découverte en 1781, c'est-à-dire juste pendant ou juste avant la période notamment de la Révolution française, mais il y avait d'autres révolutions dans le monde à ce moment-là. Hein. Donc c'est une planète qui vient bousculer, remettre en question les limites imposées par Saturne. Saturne, vous savez, Saturne ici, l'archétype que j'ai de Saturne, c'est le papé dans Jean de Florette. Hein. Vous savez, ce personnage un peu autoritaire, très strict, à cheval sur des traditions, sur un passé propriétaire terrien qui s'accroche à sa terre, voyez, et qui fixe des limites, des lois. Voilà, ça c'est Saturne. Au contraire, Uranus, eh bien ici représente symboliquement toujours l'enfant, ou plutôt l'adolescence, l'adolescent. Voilà, vous voyez pourquoi je parlais d'adolescence. L'adolescent qui vient se révolter contre le père, et puis remettre en question les lois de Saturne. C'est-à-dire, Saturne va lui dire non, si tu sors le samedi, c'est 22 heures maximum. Mais non, l'enfant, l'adolescent uranien va rentrer à 23 heures, va rentrer à minuit, ou pas du tout, ou il va fuguer. Vous voyez ? Et donc, en faisant cela, il va se rebeller contre la loi du père, la loi de Saturne. Alors, depuis quand est-ce que nous cheminons? Alors, si vous voulez, jusqu'à Saturne, nous étions soumis à la loi divine, et puis soumis aux lois naturelles. Voilà. Mais depuis la découverte d'Uranus, eh bien, justement, la découverte astronomique d'Uranus, eh bien, l'humanité est en train de cheminer vers Uranus. C'est pour cela que je vous parlais précédemment de la période des Lumières. À partir de la période des Lumières, on a découvert, ou en tout cas redécouvert la science, et depuis ce moment-là, l'humanité chemine très fortement vers Uranus. Voyez ? Et nous y sommes maintenant. C'est-à-dire que nous sommes prêts à rentrer dans cette phase uranienne de révolte et de remise en question des anciennes limitations et de la tradition représentée par Saturne. Alors, comment est-ce que cela se traduit? Par exemple, dans le domaine de la physique, hein, par exemple, nous vivions sur des bases de physique classique, nous sommes en train d'aborder tout un domaine nouveau qui est la physique quantique, qui est en train de bouleverser complètement notre conception de l'espace-temps, représenté par Saturne. Donc nous commençons à aborder ça.
Mais vous voyez, elle n'est pas encore pleinement opérationnelle, cette physique quantique, et notamment, elle n'a pas réussi à en faire encore la transition et la jonction avec la physique classique. Donc en physique, vous voyez, nous sommes déjà en train d'aborder Uranus. Ça se traduit également, par exemple, si Saturne, vous savez, c'est le plomb, donc il représente aussi la pesanteur, la gravité. Eh bien, nous sommes en train de remettre en question cette gravité, alors de manière symbolique, par le fait de s'affranchir, de partir dans l'espace et de quitter la gravité terrestre, par exemple. Hein. Tout ça contribue, fait partie de ce mouvement de Saturne vers Uranus. Mais il y a une dimension symbolique qui est très forte, bien entendu, vous l'avez compris. Derrière tout cela, qu'est-ce qui se joue? C'est la révolte, alors toujours pareil, à l'échelle de l'humanité, c'est la révolte contre le Père, contre l'image du Père, contre la loi du Père, contre la loi divine. Donc c'est la révolte, Uranus, contre Dieu. Hein, c'est ça. Dieu qui nous a positionnés, nous humains, mot qui vient de humus, humus la terre, hein, nous sommes des humains de l'humus. Eh bien, jusqu'à présent, nous étions sous la coupe saturnienne. Avec Uranus, eh bien, nous aspirons à aller au-delà, donc à nous rebeller, à nous révolter contre la loi divine. Vous voyez ? C'est pourquoi, eh bien, nous sommes dans cette phase d'adolescence. Maintenant, à l'échelle de l'humanité, dans ce siècle-là, dans le siècle dans lequel vous êtes aujourd'hui. Hein, et ce n'est pas un hasard, encore une fois. Nous vivons cette période d'adolescence à l'échelle de l'humanité. Et donc, c'est une période critique. Et comme je l'ai dit précédemment, une période aussi potentiellement tragique, qui nous met en contact avec les notions de vie et de mort. Allons-nous survivre? Allons-nous effectivement franchir cette barrière et aborder d'autres planètes, d'autres concepts, des choses complètement nouvelles? Ou est-ce que nous allons devoir, eh bien, mourir durant cette période critique et ensuite repartir à zéro? Donc là, vous voyez la cellule, hein, la première cellule de vie, bien c'est symbolisé par le Soleil, hein, le noyau avec sa cellule, son cytoplasme et puis etc., qui donne naissance à tous les autres. Hein. Donc, est-ce que nous allons repartir à zéro? C'est-à-dire, on échoue à ce grand filtre, on se heurte à ce grand filtre, on se heurte à cette barrière, on n'y arrive pas, on était sur le point 2, mais on n'y arrive pas, et on doit repartir à zéro. Ou au contraire, on arrive à transcender ce grand filtre, à quitter, à sortir de cette période et à entrer vraiment, eh bien, dans une deuxième phase de développement de l'humanité. Donc, c'est ça, ce grand filtre. Donc, vous voyez, le grand filtre que nous avons vu au niveau astrophysique, il se situe en réalité entre Saturne et Uranus. Eh bien, nous sommes pile à l'échelle de l'humanité dans cette transition entre Saturne et Uranus. Ok, alors comment concrètement cela se traduit? Moi, je vais prendre trois grands exemples, si vous voulez. La partie espace. Voilà. Donc, comme je l'ai dit, Uranus, c'est la planète du Verseau. C'est une planète qui nous parle d'espace. Et justement, elle nous invite à quitter les frontières saturniennes, donc la gravité terrestre. Donc c'est ce que nous voyons au niveau du développement de la technologie spatiale, le redéveloppement de la technologie spatiale actuellement, ben, c'est ça, vraiment. Hein. C'est-à-dire pouvoir quitter notre berceau terrestre pour pouvoir nous disperser, nous disséminer sur d'autres planètes, donc dans l'univers. Hein. Idéalement, c'est ça. Symboliquement, c'est ça. Alors, je considère, moi personnellement, par l'étude de l'astrologie, parce que c'est elle qui m'a enseigné cela, qu'il y a, à mon sens, un droit de passage, ou en tout cas, il devrait y avoir un droit de passage, si vous voulez, entre Saturne et Uranus. C'est pas parce qu'on a les moyens, c'est pas parce qu'on sait le faire techniquement que l'on peut basculer dans l'autre partie. Oui, on peut partir de... Alors, si je reprends ça par rapport à l'exemple de l'adolescent, oui, il sait conduire une voiture, donc il va pouvoir partir. Il a appris ça. Il va pouvoir partir de la maison. Et puis si c'est pas une voiture, c'est un vélo ou un scooter, peu importe. Donc il va pouvoir partir physiquement, matériellement. Il a les moyens de partir de la maison. Mais s'il n'est pas mûr intérieurement, qu'est-ce qui va se passer? Très vite, dans les jours qui suivent, il va se retrouver dans le froid. Il n'aura pas d'argent. Il ne saura pas se faire à manger.
Donc très vite, ça va être difficile pour lui et il va devoir revenir dans le giron saturnien pour retrouver un peu de confort et se dire bon bah j'ai appris des choses, voilà, mais ça fait mal, donc je suis revenu en arrière. Vous voyez? Donc le prix à payer, si vous voulez, pour une expatriation durable, c'est une maturité à développer. C'est-à-dire que si l'humanité n'a pas développé cette maturité, or comment elle peut développer cette maturité? Comment elle peut montrer qu'elle a cette maturité? Bien, pour l'adolescent, c'est est-ce qu'il sait s'occuper de lui-même au niveau de l'hygiène corporelle, au niveau de son alimentation, au niveau de sa discipline quotidienne, de son organisation? Est-ce qu'il est capable de faire des efforts? Est-ce qu'il a suffisamment appris de leçons? Vous voyez, tout cela permet aux parents de dire oui, bah écoute, tu peux partir de la maison, et si tu le fais, je suis sûr que ça va se faire dans de bonnes conditions. Mais si c'est pas le cas, alors c'est juste une rébellion par rapport à l'image des parents. Il va partir, il va vite rentrer. Il va rentrer avec des sacrées leçons sur le dos. Voilà. Donc pour moi, le prix à payer, c'est ça. Est-ce que l'on a le droit de passage, plutôt, c'est est-ce que l'on a, à l'échelle de l'humanité, acquis suffisamment de maturité, de sagesse, pour pouvoir franchir ce grand filtre et aborder réellement Uranus? Ou est-ce que c'est une simple révolte? Pour moi, aujourd'hui, si je regarde comment l'humanité gère cette sphère terrestre, je me dis que c'est quand même catastrophique, quoi. Nous gérons notre Terre, et je dirais même notre humanité, de manière assez catastrophique. C'est-à-dire, les guerres n'ont jamais cessé, elles sont de plus en plus importantes parce que nous avons de plus en plus de moyens. La destruction de notre écosystème, pareil, c'est cette frontière, est de plus en plus manifeste. Est-ce que l'humain individuellement est plus éveillé et plus sage qu'auparavant? Non plus. Donc moi, je ne vois pas de signe de sagesse avérée qui puisse indiquer que oui, effectivement, nous avons maintenant le droit et le ciel va nous laisser partir de Saturne. Moi, j'ai aucune preuve dans ce sens. Donc, nous faisons des tentatives, mais nous n'avons pas cette maturité, nous ne l'avons pas acquis. Donc, certainement que ce grand filtre, nous n'allons pas le passer, en tout cas pas le passer tout de suite. Nous ne savons pas gérer notre chambre. Donc, comment est-ce que nous allons pouvoir partir à l'étranger pour vivre nos études supérieures? Ça marche pas. Ça marche pas. D'abord, apprends à gérer ta chambre, puis après, peut-être, tu pourras partir. C'est ça un peu la leçon du ciel ici. Or, c'est pas ce raisonnement-là, c'est pas le raisonnement que tout le monde a. Au contraire, vous voyez par exemple des personnes comme Elon Musk, dont j'ai fait le thème récemment, vous pouvez retrouver cette vidéo, sont des personnes qui au contraire veulent accélérer, veulent aller de plus en plus vite pour prendre de vitesse Saturne. C'est-à-dire que avant que Saturne puisse réagir et dire non, tu pars pas, tu n'as pas la maturité, hop, on se faufile par la science, par le développement technologique pour partir le plus vite possible avant que Saturne ferme les écoutilles. Vous voyez? Mais ça, pour moi, c'est une course en avant. C'est ce qu'on va retrouver, par exemple, dans le solutionnisme. Vous avez entendu déjà parler de ce terme, le solutionnisme, c'est-à-dire que voilà, la science crée des dégâts, par exemple écologiques, mais par la science toujours, on va pouvoir trouver d'autres solutions pour régler ces dégâts et donc continuer à avancer. Pour moi, ça, c'est la course en avant, la course en sac. On va de plus en plus vite, on fait que trébucher, mais c'est pas grave, on accélère quand même. Vous voyez, c'est ce qui est en train de se produire à l'échelle d'une humanité. Certaines personnes poussent dans ce sens, et à mon sens, il faut bien identifier ça parce que ce sont des dangers. Il faut pas aller plus vite, au contraire, il faut aller moins vite pour mûrir, pour grandir, pour acquérir cette sagesse, afin de pouvoir ensuite partir sereinement, si c'est le cas. Si c'est le cas. Alors ça, c'est dans le domaine spatial. Dans le domaine scientifique, bien sûr, c'est l'intelligence artificielle qui nous attend. Uranus représente en grande partie cette intelligence artificielle, puisque Uranus, vous savez, c'est le progrès. Alors c'est le développement, les nouvelles technologies, le progrès, c'est la circulation de l'information à la vitesse de la lumière, l'instantanéité également.
Le génie, hein. Donc ici, on va trouver tout ce qui est en rapport également avec l'intelligence artificielle. Bon, bah ça, on va en reparler un petit peu plus tard, notamment puisque Uranus va rentrer dans le signe des Gémeaux, et là, vous allez voir que ça va lâcher complètement la bride à Uranus. En fait, l'idée aussi ici, c'est que toujours dans cette révolte contre le Père, contre les lois divines, avec Uranus, nous sommes en train de devenir nous-mêmes des créateurs de vie, entre guillemets. Hein. C'est-à-dire que nous créons l'intelligence artificielle, nous sommes comme, nous visualisons, oui, nous nous représentons comme des pères qui sont en train d'enfanter la vie. Hein. Des parents qui sont en train d'enfanter une nouvelle vie. Donc nous sommes des créateurs. Donc si nous sommes des créateurs de vie, eh bien nous sommes à l'égal de Dieu. Ce qui était complètement inconcevable, ne serait-ce que dans le siècle dernier, où la loi divine, Dieu était au-dessus de nous. C'était lui qui mettait les limites, qui mettait les frontières. Là, nous sommes au-delà. Nous devenons nous-mêmes des créateurs, donc, quelque part, des dieux en puissance. En tout cas, c'est l'illusion que nous en avons, hein, puisque dans l'intelligence artificielle, il y a bien sûr le mot artificiel. Mais on voudrait gommer ce mot artificiel pour dire nous sommes aussi des créateurs d'intelligence. Hein. Donc, l'intelligence artificielle, c'est une forme aussi de rébellion contre la loi divine, contre la loi du Père. Mais nous sommes en train de créer des choses qui nous dépassent, bien sûr. C'est pourquoi Uranus et le Verseau sont toujours associés à cette notion d'apprenti sorcier. Hein, c'est-à-dire manipuler des forces qui nous dépassent. Et puis, bien, on n'arrive plus à les contrôler. C'est l'emballement. Hein, le sorcier est parti. L'apprenti sorcier prend son chapeau et puis il commence à faire des formules magiques qu'il ne maîtrise pas. Et puis, bien, c'est le chaos le plus total jusqu'à ce que le sorcier revienne, en l'occurrence Saturne, et qui vient lui taper sur les doigts pour lui dire « Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu n'es pas mûr pour utiliser mon chapeau. » Donc, le risque d'apprenti sorcier, je parlais tout à l'heure des personnes qui veulent accélérer pour prendre Saturne de vitesse, donc en parlant d'Elon Musk, mais vous voyez que vous avez aussi beaucoup d'autres apprentis sorciers dans le monde aujourd'hui qui manipulent des choses, que ce soit dans le domaine scientifique, médical, politique, financier, qu'ils ne maîtrisent pas, hein. Et donc les dégâts, on les verra sur des dizaines d'années à venir. Donc là aussi, il faut les identifier, il faut les combattre. Ce ne sont pas eux qui vont nous faire réaliser cette transition avec sagesse et durablement. Au niveau social, on va retrouver avec Uranus tout ce qui est trans. Tout ce qui est trans est associé à Uranus, mais c'est normal, puisque c'est la transition entre Saturne et Uranus. Hein. Donc Uranus représente, c'est aussi... j'ai plus le mot, pas la transfiguration, mais la transgression, bien sûr. Hein. C'est aussi la transgression des lois de Saturne. Donc tout ce qui est trans, on va trouver par exemple le changement de genre. Je parle pas de changement de sexe parce que on ne peut pas changer de sexe. Malgré ce que on entend autour de nous, ce qu'on voudrait nous faire croire. En fait, on ne peut pas changer de sexe hein, aujourd'hui parce que nous sommes chromosomiquement parlant fixés à un sexe masculin ou féminin. Et d'ailleurs, vous comprenez bien que toutes ces planètes ne pourraient pas exister sans un masculin et un féminin au départ qui ont engendré tout le reste. Hein. Donc nous sommes masculins, féminins et nous ne pouvons pas changer de sexe, nous pouvons changer de genre au niveau social, au niveau public. Ça, c'est vrai, c'est ce qui est en train de mettre en place Uranus. Mais aussi, c'est vrai, sur le plan social, eh bien, on va trouver tout ce qui est le transhumanisme avec Uranus, toujours trans, vous voyez, transhumanisme, c'est-à-dire qu'on va au-delà de l'humain, en considérant que l'humus s'arrête ici, à Saturne. Au-delà, nous sommes dans le transhumanisme. Ici, l'idée des transhumanistes, bien entendu, enfin, le but final recherché par les transhumanistes, c'est la vie éternelle. La vie éternelle, c'est-à-dire s'affranchir de la dernière limite, de l'ultime limite saturnienne, Saturne la faux, hein, vous voyez ce sigle, c'est la faux, la mort. C'est-à-dire que la dernière limite saturnienne, c'est la mort. Et oui, ce qui naît, ce qui vit, finit par mourir. Bon, eh bien, Uranus veut s'affranchir également de la mort saturnienne.
Comment? Notamment en hybridant l'homme et la machine, en hybridant l'homme et la technologie, en transférant notre personnalité, notre esprit, je n'ose pas dire notre âme, dans un organisme cybernétique qui ne serait de ce fait plus soumis aux lois de la vie et de la mort, et serait éternel. Et c'est le but recherché par les transhumanistes. Le but final, hein, je parle parce qu'il y a beaucoup de sous-objectifs intermédiaires, mais vous voyez le danger que cela représente ici également, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui n'ont rien compris à la vie. Hein. Quand je dis ça, c'est pas péjoratif, ils n'ont rien compris à la vie. Hein. Ce qui fait l'essence de la vie, c'est justement son éphémérité. C'est ça qui est l'essence de la vie. C'est ce qui lui donne sa préciosité, sa richesse également. Donc, si on s'affranchit de la mort, en fait, on s'affranchit également de la vie. Ça, ils n'ont pas compris. Donc, eux, là aussi, il faut les combattre, ces transhumanistes, par rapport à ça. Parce que s'affranchir de la mort, c'est bien s'affranchir de la vie également. Et c'est ça qu'il faut toujours se rappeler. Ok, vous voyez que tout cela, toutes ces actions d'Uranus ne sont en fait pas du tout encadrées aujourd'hui à l'échelle de nos sociétés. Il n'y a rien qui les encadre. Je veux dire, si on se réfère à cette partie-là, oui, on a des lois, on avait des penseurs, on avait des philosophes, on avait des personnes spirituellement qui se consacraient à la spiritualité, des guides spirituels qui pouvaient ne serait-ce qu'au travers de l'Église, mais d'autres religions, qui pouvaient nous donner un cadre, vous voyez, encadrer le progrès. Donc la philosophie, la spiritualité, tout cela, il y a eu une démission et puis un balayement de toutes ces personnes-là. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de penseurs aujourd'hui, ben on pense à il y a 3 siècles, ou il y a 5 siècles, ou il y a 10 siècles. On pense pas, il n'y a pas de penseurs aujourd'hui. Est-ce que vous entendez des philosophes? Non, mais je parle pas de Bernard-Henri Lévy. Non, mais des philosophes. Est-ce que vous entendez des philosophes qui encadrent, qui écrivent, et même ils écriraient? Serait-on encore à même de lire leurs livres et leurs œuvres? Alors que nous sommes la génération presque TikTok où on peut pas se concentrer plus de 10 secondes sur quelque chose. Est-ce qu'on serait capable de simplement lire leurs livres? Non. Mais vous voyez, donc, tout cela pour dire qu'il n'y a plus d'encadrement de l'action uranienne aujourd'hui. Le seul encadrement de l'action uranienne, c'est d'une part les limites de notre technologie, de notre science, mais ces limites vont être considérablement repoussées avec l'avènement de l'intelligence artificielle demain, pas dire juste là dans quelques secondes. Et l'autre chose, c'est la seule chose qui encadre l'action uranienne aujourd'hui, c'est l'argent. C'est le pouvoir de l'argent. Donc, c'est la science d'un côté, c'est-à-dire les limites de la science d'aujourd'hui et de demain, qui n'en aura plus, et l'argent qui régule tout, en fait. Donc, ici, on va retrouver eh bien, une forte dimension économique dans Uranus, et nous allons voir notamment dans Uranus-Taureau. Oui, alors Uranus se trouve dans le signe du Taureau. Donc, je vais changer de tableau pour vous montrer maintenant. Donc là, nous sommes en avril 2023. Alors, vous voyez, Uranus se trouve ici, voilà, donc en 18 degrés dans le signe du Taureau. Hein, signe du Taureau ici, voilà. Alors, elle est dans le signe du Taureau. Bon, en fait, Uranus va rester 7 ans dans chaque signe, en moyenne, puisqu'elle prend 84 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, elle est dans ce signe du Taureau depuis 2018, et elle va y rester jusqu'à l'été 2025. Voilà. Jusqu'en 2025, Uranus sera dans le Taureau. À partir de l'été 2025, à partir d'ici là, elle va rentrer donc dans le signe suivant, dans le signe des Gémeaux. Donc ça, ce sera une transition très importante. Mais en fait, elle se prépare dès maintenant. Elle se prépare. Donc on peut déjà avoir un aperçu de ce qui va se passer par la suite. Bon. Déjà vous dire que comment est-ce qu'on interprète par exemple une planète en signe ici, Uranus en Taureau. Là, je vous encourage à vous référer donc au jeu de cartes que j'ai développé spécialement pour ça. C'est le solfège astrologique. Toutes les cartes des planètes dans les différents signes, vous allez retrouver tous les mots-clés de Jupiter en Taureau et de Jupiter en Gémeaux. Donc ça va énormément vous aider pour comprendre en fait le sens de ces planètes lentes en signe.
Pareil, hein, vous pouvez le retrouver dans la boutique de mon site. Ce que je peux vous dire de plus ici, c'est que Uranus n'est pas bien dans le signe du Taureau. Pourquoi? Parce que Uranus est en exaltation dans le signe opposé, dans le signe du Scorpion. Donc le signe du Scorpion, c'est un des signes d'Uranus, avec le Verseau. Donc elle est bien dans le signe du Scorpion. Quand elle est dans le signe opposé, dans le signe du Taureau, bah elle est pas bien. Et ça se comprend facilement. Pourquoi? Parce que Uranus représente le progrès, la technologie, les technologies d'avant-garde. Vous voyez? Tout ce qui est immatériel, éthéré, pour pouvoir voyager à la vitesse de la lumière. Vous savez que la matière ne peut pas voyager à la vitesse de la lumière. Seul ce qui est dématérialisé peut, comme la lumière, peut voyager à la vitesse justement de la lumière. Donc, dans le signe du Taureau, qui est un signe lent, un signe terrestre, le signe qui est probablement le plus raccordé naturellement au rythme de la nature, qui sont beaucoup plus lents que ceux de nos sociétés, vous voyez que Uranus n'est pas bien dans ce signe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle est en chute. Uranus est en chute dans le signe du Taureau. On peut s'imaginer, si par exemple vous représentez Uranus comme un cerf-volant, par exemple, enfin je pense à ça comme ça, un cerf-volant qui vous tracte, bien ici le Taureau, c'est les deux pieds que vous avez qui freinent bien enfoncés dans le sable et qui retiennent le cerf-volant uranien, vous voyez, qui lui voudrait s'échapper. Donc, si vous voulez, le Taureau ici freine l'action d'Uranus. Alors disons, il aurait tendance à freiner l'action d'Uranus. Et normalement, ça devrait se passer comme ça. Normalement, ça devrait se passer comme ça. Si je remonte 84 ans en arrière, je peux vous assurer que le Taureau freinait beaucoup plus Uranus qu'il ne le fait aujourd'hui. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit, nous sommes maintenant rentrés dans cette période uranienne d'adolescence. Donc notre aspiration à rejoindre Uranus est tellement forte à l'échelle de l'humanité, d'autant plus qu'il n'y a plus de frein spirituel ou philosophique, il n'y a plus que la notion d'économie qui gère tout ça. Eh bien, si vous voulez, malgré le Taureau, le Taureau a beaucoup de mal, malgré tout, à freiner Uranus. Et Uranus est trop forte, en fait, ici. Elle va même chercher dans le Taureau tout un ensemble de moyens inattendus pour pouvoir continuer à se développer. Alors, qu'est-ce qu'elle va chercher dans le signe du Taureau, notamment? Bien, vous avez le signe Taureau, qui est un signe donc de la nature, mais qui est aussi un signe financier. Vous savez que, par exemple, la banque, c'est Taureau, par exemple. Les moyens financiers, les revenus, l'argent, c'est raccordé au signe du Taureau. Et donc, vous voyez l'ambivalence de cette position d'Uranus en Taureau. Pourquoi? Déjà, il y a une ambivalence dans Uranus, parce que Uranus est très ambivalente. Elle dit, c'est la planète du collectif. Les collectifs, c'est Uranus. Quand vous faites partie d'une équipe, c'est Uranus, par exemple. Quand vous développez un altruisme social à l'échelle de la société, à l'échelle de la planète, quand vous faites des œuvres de charité, de bienfaisance, quand vous travaillez pour le progrès de la société en général, c'est Uranus. Mais en même temps, Uranus, c'est une planète foncièrement individuelle. Donc vous voyez l'ambivalence. D'ailleurs, il y a beaucoup d'étudiants qui sont un peu déstabilisés par cette planète. C'est la planète du collectif ou c'est la planète de l'individualité? Les deux, en fait. Les deux. En fait, Uranus veut faire partie d'un groupe, veut s'ouvrir au plus grand nombre, mondialisme, mais en même temps, elle n'a jamais été aussi centrée sur son individualité, sur la revendication de ce qui fait sa différence et donc sur sa liberté personnelle. Et c'est pourquoi vous retrouvez aujourd'hui dans le monde l'émergence de tout un ensemble de mouvements divers et variés, improbables parfois, où chacun va s'intégrer à un groupe, souvent des petits groupes parce qu'ils sont très nombreux, et à partir de ce groupe va militer pour son indépendance, son droit à être différent des autres, son originalité, etc. Je suis féministe. Je suis transgenre. Je suis pour telle ou telle cause politique. Voyez, et tout en revendiquant foncièrement mon droit à être différent,
mon droit à être différent et à être reconnu comme différent. Vous voyez, c'est l'ambivalence d'Uranus. Alors, dans le signe financier du Taureau, vous comprenez bien qu'il y a d'abord, qu'est-ce qui est affiché? Un altruisme financier pour la planète. On va créer des entités supranationales, on va faire des associations, on va dire que tout ça, tout cet argent, en fait, c'est pour le bien de l'humanité, c'est pour le progrès de l'humanité. Et puis, en fait, à l'intérieur de ça, on va avoir des personnes qui vont s'accaparer cette fortune. C'est ça, Uranus. Vous voyez, il y a une forme de radicalité entre l'altruisme affiché et l'accaparement de certaines libertés ou de certains biens, puisque nous sommes dans le signe du Taureau. Donc, qu'est-ce qu'on trouve avec Uranus dans le Taureau? Alors, certes, depuis plusieurs décennies, mais surtout depuis 2018, disons que ça s'est accentué, ça s'est de manière exponentielle à partir de 2018. Tiens, 2018, c'était un an après l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Eh bien, c'est le mondialisme, vous voyez, l'idéal uranien, un seul peuple sur Terre, un État global, mondialisme, donc Uranus. Mais c'est le mondialisme capitaliste. Parce que Taureau, je veux, je possède, je veux posséder. Je veux pour moi parce que l'individualité d'Uranus. Vous voyez comment le Taureau est dévoyé ici par l'influence d'Uranus. Et donc on va trouver dans ce mondialisme capitaliste qui se cache derrière un grand altruisme social, si vous voulez, en fait, l'apparition de fortunes qui vont se faire en un claquement de doigts, des personnes qui vont être infiniment riches par rapport à d'autres, et qui vont le devenir en très peu de temps. En très peu de temps. On voit des milliardaires, il n'y a jamais eu autant de milliardaires, il n'y a jamais eu autant d'écart de, de revenus au sein des populations mondiales aujourd'hui. Et donc des milliardaires qui fleurissent un peu partout et qui fleurissent en un rien de temps. Et ça, c'est ça contribue à détruire les valeurs saturniennes. Les valeurs saturniennes, ici, qu'est-ce que Saturne disait? Les valeurs de Saturne, c'est le travail, l'effort, le temps. Donc le travail dans le temps, l'effort dans le temps. Donc là, Saturne, modèle et loi pour toutes les planètes précédentes, c'était les parents ont acheté cette affaire, tout petit au départ, ils ont énormément travaillé pendant des années, jusqu'à solidifier, consolider cette affaire commerciale, par exemple, voilà, qu'ils vont ensuite pouvoir transmettre à leurs enfants. Ça, ce sont les valeurs de travail, de discipline, d'effort, qui étaient nos modèles auparavant. Mais dans ce mondialisme capitaliste, maintenant avec Uranus en Taureau, ces valeurs sont en train d'être complètement balayées. En fait, maintenant, quel est le modèle que l'on donne aux jeunes? C'est plus le modèle des parents qui ont travaillé dans leur commerce et qui l'ont mené jusque là où il est aujourd'hui. Là, non, c'est pas ça. Mais crée un concept, un truc nouveau avec 3 fois rien. Tu le mets en ligne et puis une fois sur un million, tu as une chance que poum, ça fasse le buzz. Et si tu as fait le buzz, ben tu seras millionnaire. Tu seras millionnaire, mon fils. Vous voyez? Donc c'est ça en fait qui est donné. Ce sont ces valeurs-là. Donc ce sont plus des valeurs d'effort et de travail dans le temps, Chronos, Saturne, le temps, sont des valeurs d'instantanéité uranienne basées sur la nouveauté, le concept nouveau qui émerge très vite, qui prend, mais qui n'a pas de racine, qui peut aussi se disparaître aussi rapidement. Vous voyez? Donc on fait une fortune rapide, on peut la perdre aussi rapidement au travers des monnaies virtuelles, par exemple, ou de la spéculation, ou de l'invention d'un concept, ou d'une vidéo. Vous voyez? C'est ce modèle que l'on donne à nos jeunes. Et en faisant cela, on crée des hommes faibles. Des hommes faibles parce qu'ils ne se sont pas construits dans des temps difficiles de Saturne, n'ont pas mûri. Vous voyez? Ils sortent, ils n'ont pas développé cette aptitude à faire un effort constant dans le temps. Ils n'ont pas cette sagesse.
Donc ça, c'est des hommes faibles. Il y a une civilisation, enfin une génération d'hommes faibles qui est en train d'être créée sur cette base des nouveaux modèles uraniens. On va retrouver également cette ambivalence, pour ne pas dire cette hypocrisie, quelque part. Alors, ambivalence planétaire, hypocrisie sociale. Ce sont deux choses différentes, mais qui sont jointes ici. Dans le domaine de l'écologie, il y a beaucoup d'hypocrisie de Uranus en taureau, justement, en rapport avec l'écologie. Pourquoi l'écologie? Parce que, comme je l'ai dit, le taureau est le signe de la nature. Donc, si vous voulez, Uranus en taureau représente, vous trouverez dans les cartes du solfège, mais Uranus en taureau, c'est la révolte du monde agricole, c'est aussi les révolutions technologiques dans le domaine agricole, etc., etc. Mais c'est aussi le capitalisme mondialiste appliqué au monde agricole. Ça fonctionne pas, hein, ça fonctionne pas. Voilà, on va mettre du temps à le découvrir, mais ça fonctionne pas. Bon. L'hypocrisie, elle est dans le fait que j'ai fait une vidéo justement sur Saturne, vous voyez, qui est dans le signe des Poissons, qui vient de rentrer dans le signe des Poissons, qui représente justement la raréfaction, Saturne, des ressources naturelles et notamment de l'eau des Poissons. Donc, par exemple, ici, vous avez la raréfaction de l'eau. L'eau devient rare. Qu'est-ce que dit Uranus en taureau, capitaliste, mondialiste, quand l'eau devient rare? Ce qui devient rare devient cher. Voilà ce qu'elle dit, Uranus en taureau. Donc, elle a très bien compris que, en fait, la diminution des ressources naturelles était une aubaine pour Uranus taureau. C'est-à-dire qu'on va trouver des solutions technologiques, on va vendre des solutions technologiques. Et puis aussi, on va commencer à contrôler, bon mais ça c'est autre chose, on va aussi commencer à contrôler les ressources naturelles pour en faire un capital. Un capital comme quand vous mettez un capital en banque et que vous le faites fructifier. Qu'est-ce que vous faites quand vous mettez de l'eau dans des bassines? Vous faites exactement la même chose, vous mettez un capital dans une sorte de banque qui est la méga bassine. Et ça, comme vous êtes le gérant de cette banque, vous êtes en position de pouvoir. Mais tout ça, on l'habille avec de l'altruisme social. C'est pour le bien de l'humanité. D'ailleurs, la preuve, regardez, j'ai quelques agriculteurs locaux que j'ai inclus dans ce groupe d'agriculteurs productivistes qui sont en train de dire oui, voilà, c'est bien en fait, c'est bien. Donc, vous voyez, on rend service. Mais derrière, vous voyez comment tout cela est maquillé. C'est le capitalisme mondialiste qui est en train de d'investir le monde agricole et le domaine de l'écologie. Pareil, je vous parlais tout à l'heure de grands filtres et de droits de passage entre Saturne et Uranus. On peut se demander dans ces mouvements, alors il y a beaucoup de mouvements écologiques qui sont en train d'émerger, mais vous voyez derrière, moi je me pose toujours cette question, est-ce que ces mouvements écologiques, quelles sont leurs bases idéologiques? Est-ce qu'ils sont tournés vers la survie, c'est-à-dire il faut préserver les ressources mondiales les ressources naturelles parce que c'est notre survie qui est en jeu? Et si c'est ça uniquement, alors nous n'avons rien compris. Parce que si nous étions des virus, et franchement, on peut se demander si on n'en est pas, lorsque l'on voit comment on a abîmé la Terre, notre berceau jusqu'à présent, donc si on était des virus, et bien sûr on voudrait survivre, donc si pour survivre, il fallait mieux gérer nos ressources, on gérerait mieux nos ressources pour pouvoir survivre. Mais est-ce que foncièrement cette attitude fait de nous des êtres humains meilleurs? Est-ce que cette philosophie témoigne de l'accession à une sagesse par rapport de l'humanité? Non, c'est simplement toujours la même chose, c'est-à-dire la volonté de survie qui devient en fait une conséquence écologique. Mais ça, c'est pas la sagesse. La sagesse, ici, donc ce fameux droit de passage dont je parle, serait davantage dans le fait de la prise de conscience qu'il est nécessaire, qu'il est important, pas nécessaire, qu'il est important de respecter le vivant. Et pour le respecter, il faut le comprendre. Comprendre et respecter le vivant. Pourquoi? Pour comprendre et respecter le vivant. Parce que si je respecte le vivant, alors je me respecte moi-même qui suis vivant également, qui suis un organisme vivant.
Respecter le vivant pour respecter le vivant, pas respecter le vivant pour survivre. Parce que ce que nous avons fait jusqu'à présent, c'était beaucoup de dégradation. Donc survivre, c'est quoi? C'est prolonger les dégradations? Non. Vous voyez? Comprendre qu'il faut respecter le vivant. Voilà. Ça, c'est autre chose. Ça, c'est vraiment la sagesse. Et c'est sur cette sagesse-là, sur cette base de sagesse, que l'on pourra ensuite partir durablement. Bon. Uranus va rester dans le signe du Taureau jusqu'en juillet 2025. À partir de juillet 2025, vous voyez, Uranus va rentrer dans le signe suivant, le signe des Gémeaux. Alors là, vous comprenez mieux maintenant. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il n'y a plus le Taureau. Vous savez, je vous disais tout à l'heure, Uranus c'est le cerf-volant et le Taureau c'est les deux pieds qui freinent dans le sable. Mais là, il n'y a plus le Taureau. Là, au contraire, dans le signe des Gémeaux, vous voyez, qui est un signe d'air, au même titre que le Verseau, donc il est très en affinité avec Uranus. Donc Uranus, là, elle a hâte d'arriver dans le signe des Gémeaux. Je peux vous dire qu'elle a hâte d'arriver dans le signe des Gémeaux parce qu'elle se dit, quand je vais arriver dans ce signe, je vais pouvoir me lâcher complètement à 100%. Et c'est ce qu'elle va faire. Hein. Voilà, hop, adieu Taureau, bonjour Gémeaux. Bonjour Gémeaux, signe de communication, signe d'échange, signe de commerce. Les nouvelles technologies uraniennes vont se donner à plein dans l'intellectualité du signe des Gémeaux. Ça va être l'explosion, très certainement, l'explosion de l'intelligence artificielle. Vous voyez que c'est pas dans 10 ans. Hein. Nous sommes 2023, c'est en 2025. Et donc, entre 2023 et 2025, l'intelligence artificielle va faire des progrès, mais exponentiels. C'est-à-dire que ce que l'on voit aujourd'hui avec ChatGPT, ça va être multiplié par 1 million en termes de capacité de calcul. Donc là, on aura vraiment une intelligence artificielle, vraiment en 2025. Ça va Alors, c'est pour ça que, déjà, je pense qu'on a une mauvaise vision de ce qui va se passer. On pense que, parce qu'on se réfère aux précédentes révolutions technologiques qu'on a connues, l'informatique, Internet, qui se sont développées sur des dizaines d'années. Mais là, ça va pas aller sur des dizaines d'années. Ça va se faire en 1 an, mais peut-être même en quelques mois. En quelques mois, écoutez-moi bien, en quelques mois, les métiers intellectuels vont complètement être balayés par l'intelligence artificielle. En quelques mois, l'humanité va comprendre, en fait, que tout ce qu'elle fait au niveau intellectuel, c'est moins bien que ce que fait la machine. Et sortant de ce capitalisme mondialiste, qu'est-ce qui va se passer? Évidemment que, pareil, beaucoup de personnes attendent avec impatience Uranus en Gémeaux pour remplacer leurs centaines de salariés, leurs centaines d'ingénieurs, leurs centaines de journalistes par une seule intelligence artificielle qui ne fera pas grève, elle, et qui sera beaucoup plus productive 24 heures sur 24. Vous voyez? Donc, en quelques mois, en espace peut-être d'une année, allez, maximum 2 années, tous ces métiers intellectuels vont disparaître. J'ai fait un article récemment, j'ai donné une interview au journal Le Monde. Alors, vous pourrez regarder si ça vous intéresse. Donc, m'interroger sur Uranus. Non, sur Pluton en Verseau. Bon, le Verseau, vous voyez, avec Uranus, on est proche aussi. Hein. Donc, j'ai répondu à une journaliste qui m'a interrogé. Et puis après, on parlait, etc. Puis elle me dit à la fin, mais tout ce que vous me dites, ça fait peur quand même, ça fait peur parce que la révolution, etc., l'instabilité. Bah oui, je dis bah oui, mais c'est comme ça. Voilà. Elle me dit parce que moi, j'ai le milieu du ciel au début du signe du Verseau. Alors le milieu du ciel, vous savez, c'est ce qui correspond à la vie professionnelle. Et donc Pluton est en train de passer sur ce début du signe du Verseau en ce moment. Donc moi je lui réponds, je lui dis écoutez, si vous avez cette configuration, vous pouvez vous attendre à ce que votre vie professionnelle se transforme considérablement dans les années à venir. Ah oui, mais ça me fait peur parce que moi j'adore mon métier, moi je veux pas changer de métier. Alors bon, j'ai pas été plus loin parce qu'elle était déjà un peu terrorisée par tout ça, mais vous comprenez bien que son métier de journaliste, avec Pluton sur le milieu du ciel,
va complètement se transformer dans les années à venir. Et de quelle manière il va se transformer? Il va se transformer parce que Uranus va passer justement dans le signe des Gémeaux très bientôt, à partir de 2025. Justement, le Gémeaux, c'est l'archétype du journaliste, vous voyez. Et Uranus va complètement révolutionner ce travail journalistique, ce travail, tous les métiers de l'information et de la communication, va complètement être chamboulé. Donc son métier n'existera plus. Il n'existera plus tel qu'il est aujourd'hui. Je peux pas lui dire à elle en direct. Je peux le dire dans cette vidéo. Je peux pas lui dire à elle. En tout cas, pas comme ça. Hein. Il faudrait une consultation. Mais c'est ce qui va se passer. Et donc, vous voyez, pour moi, astrologue, qui fait chaque jour des consultations, avec notamment des orientations professionnelles. D'ailleurs, c'est les consultations qui sont souvent les plus importantes pour moi, parce que c'est toute la vie d'un jeune qui s'ensuit. Donc, il est important d'être bien orienté. Ça chamboule complètement ma vision des choses aussi. C'est-à-dire que je peux plus orienter les personnes comme je pouvais le faire il y a 5 ans, il y a 10 ans, parce que j'ai plus la même conception des choses. Tous ces métiers, ce corps intermédiaire des métiers intellectuels, va être amené à disparaître. Et pourquoi? Parce que qu'est-ce qui va se passer? En fait, il faut que vous voyez ça. Il faut que vous voyez que le signe des Gémeaux, vous voyez, c'est un signe double. C'est même le signe double par excellence. Vous le comprenez bien, les Gémeaux, les jumeaux, les deux voix. On retrouve d'ailleurs dans les vies des Gémeaux toujours deux amours, deux périodes, deux métiers, tout ce qu'on veut. Quand Uranus va arriver dans le signe des Gémeaux, il va y avoir une bifurcation. C'est-à-dire qu'il va y avoir, l'humanité va se scinder en deux parties. Il va y avoir donc à partir de 2025, il va y avoir des personnes qui vont faire allégeance, qui vont être séduites par l'arrivée de ces nouvelles technologies, qui vont leur faire miroiter tous les avantages qu'elles vont pouvoir en retirer à court terme. Je précise bien à court terme. Gain économique pour le dirigeant de société, gain de temps pour les étudiants pour produire une thèse, gain d'apprentissage, gain de communication, gain d'intellectualité en fait. Et puis, dans un deuxième temps, pourquoi pas me faire greffer cette puce dont on me parle, qui me permettrait de gagner en rapidité, en vitesse de calcul. Après tout, pourquoi pas? Bon. Et cette voie, cette première bifurcation, va emporter beaucoup de monde, à mon avis. Parce qu'on va nous dire, c'est comme ça, maintenant, c'est ça le progrès. Soit vous êtes dans le coup, les gars, soit vous êtes à la traîne, à la ramasse. Donc, beaucoup de gens vont se lancer là-dedans. Jusqu'à s'apercevoir, mais très rapidement, au bout de quelques mois, peut-être quelques années, qu'en fait, ils sont devenus les esclaves de la machine. C'est-à-dire, autrefois, vous savez, vous aviez on a toujours les palefreniers. C'est les personnes qui vont s'occuper de la vie du cheval, qui vont ramasser le crottin parce que il faut prendre soin du cheval. Bon, on va faire la même chose au niveau des machines. C'est-à-dire, les humains qui vont être séduits par ces nouvelles technologies, vont vite s'apercevoir qu'en fait, ils sont dépendants et que leur métier, en fait, maintenant, consiste, pour pouvoir continuer à entretenir ce que la machine veut bien leur laisser comme miettes, eh bien, il va falloir qu'ils soient au service de la machine. Donc, on va, les nouveaux métiers que l'on va créer, parce que ce qu'on nous dit aujourd'hui, c'est, vous allez voir, c'est vrai, des métiers vont disparaître. Ils peuvent pas mentir à ce point. Donc, des métiers vont disparaître. Mais vous allez voir, il va y avoir plein d'autres métiers qui vont être créés. Oui, lesquels? Ça, ils disent jamais lesquels. Lesquels? C'est les métiers de maintenance. Vous allez être le palefrenier de la machine. C'est vous qui allez sortir le crottin de la machine. Vous n'allez pas être en train de créer des algorithmes. Ça, ce sera réservé à une élite de 0,0001% de la population quand c'est pas la machine qui écrit ses propres algorithmes. Au contraire, vous allez faire toute la maintenance de la machine. C'est ça, les métiers qui vont être créés. Vous voyez? Donc, ces personnes-là vont se sentir piégées et diminuées, rabaissées dans leur humanité. L'autre voie, eh bien, ça va être une voie très minoritaire. À partir de 2025, c'est une voie de résistance. La résistance à la machine. Personnes qui vont refuser l'allégeance à ces nouvelles technologies, à cette intelligence artificielle. Et ça va être très dur pour eux, très très dur pour eux, parce que dans un premier temps, ils vont être marginalisés. On va leur dire, vous êtes la dernière roue du carrosse. Vous êtes les mormons. Ça vous rappelle quelqu'un? Vous êtes les mormons. Vous refusez le progrès. Donc, vous êtes mis à l'écart de la société. Vous pouvez plus fonctionner. Vous êtes mauvais, quoi. Voilà. Ces personnes-là, il va falloir qu'elles développent, qu'elles restent fortes, qu'elles rentrent en résistance et qu'elles développent d'autres savoir-faire. Des savoir-faire que moi, j'identifie des savoir-faire en lien avec l'humain, notamment tous les métiers du toucher, les métiers du toucher, de la manipulation, du ressenti par le toucher humain.
Kiné, ostéopathe, tous les artisanats d'art, le savoir-faire méticuleux, créatif, à partir de matériaux naturels, tout cela, ça, il va falloir vraiment rester fidèle à ça. Il va y avoir aussi tous les métiers, il va falloir que l'humanité, en fait, redécouvre en elle, dans son patrimoine génétique, tout ce que la machine ne pourra jamais faire. C'est-à-dire nos capacités de perception, nos capacités de ressenti, nos capacités d'intuition, qui vont pouvoir également nous donner des perceptions au-delà de de notre vision aujourd'hui du temps. Nous allons pouvoir percevoir des choses dans le futur, percevoir des choses aussi subtiles dans les énergies autour de nous, dans les rapports humains. Voilà. Ça, il va falloir développer ça. Et au bout d'un moment, la première voix qui aura été séduite par la machine, qui se sera fait piéger, il va y avoir un contre-courant qui va se produire. Et ce contre-courant va revenir vers les gens qui auront résisté. Et eux, là, à ce moment-là, ils auront de l'or dans les mains, parce qu'ils sauront faire des choses que les autres ne savent plus faire. Ils auront développé aussi de nouvelles choses, notamment au niveau intuitif, au niveau du ressenti que les autres auront perdu. Et donc, ces personnes-là vont être détentrices d'un savoir extrêmement précieux qui va être redécouvert dans un deuxième temps. Voyez. Donc moi, il est clair que c'est cette voie qu'il faut privilégier. D'abord la voie de la résistance, et puis ce développement de savoir-faire manuel, et aussi en rapport avec notre ressenti, etc. C'est ça qu'il faut privilégier. Alors bien sûr, en fonction des thèmes, tout le monde a pas ça naturellement, mais quand même, il va falloir orienter les personnes de plus en plus vers ça. Voilà, plutôt que vers la maintenance de la machine qui n'amènera à rien de bon à l'échelle de l'humanité. Vous voyez, cette période d'adolescence, elle est critique. Et vous n'êtes pas là, encore une fois, par hasard. Si la vie vous a fait naître, si l'organisme vivant que l'on appelle l'humanité vous a fait naître durant cette période, c'est que vous avez quelque chose à apporter. Une pierre à apporter à l'édifice, quelque chose que seul vous pouvez apporter à cet édifice. Comprendre ce que nous avons dit aujourd'hui, je pense que c'est déjà important. Et ensuite, eh bien, ce sera à vous de choisir. À vous de choisir. Ça arrive vite. C'est 2025, Uranus en Gémeaux. Alors voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui au travers de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut. N'hésitez pas également à partager cette vidéo, c'est important pour la diffuser, pour la faire connaître, et qu'elle soit de plus en plus diffusée sur YouTube. N'hésitez pas également donc à rejoindre ma chaîne Astroscience, donc en cliquant sur le bouton rejoindre. Je vous ai parlé des jeux de cartes disponibles donc sur la boutique de mon site internet, donc monsigneastrologique.fr. Et puis pensez également pour tous les passionnés d'astrologie qui voudraient revenir dans le présentiel, et bien à ces stages que j'ai développés, stages en présentiel donc en Bourgogne, week-end intensif de pratique d'astrologie. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Astroscience. Merci.